On m'entend là? On m'entend? Je suis désolé. Je disais que j'avais pas fini mes larmes d'intériste. Vraiment, il y en a tellement. Elles sont même noires. Regarde, je vais pas faire tomber sur mon PC. Elles sont noires, il y en a partout et tout. Il faut que je les bois. Il faut que je les bois, sinon c'est un déluge. Hmm. Il y a même cet après-midi des petites larmes de napolistes et tout, des larmes de tous les côtés. On se noie dans les larmes. On remplit des piscines de larmes. C'est merveilleux. Un instant. Salut les amis, Rudy dans le chat, ça va mon ami, tout va bien. Traumatisant, c'est quoi ce pseudo traumatisant? Bonjour mon pote, Sandrone, et vous êtes tous là. Chibrax multivitamine. Salut mon pote. Sofiane, ciao Calo. Alors aujourd'hui les amis, on n'est pas là pour rien. Aujourd'hui on est là pour rétablir des vérités. Des choses importantes. Si vous voulez, nous sommes dans l'ère des machines, nous sommes dans l'ère de Terminator et nous sommes en train de nous faire bouffer par les machines. Et là, les machines, ils ont décidé une chose. Ils ont décidé du meilleur 11 de toute l'histoire de la Juve. Ils ont décidé, c'est eux qui décident. Donc, on va jeter un œil à ce meilleur 11 de toute l'histoire de la Juve. Hein. Petit instant. Voilà, il est là. Ça, c'est le meilleur 11 de toute l'histoire de la Juve décidé par ChatGPT. Comme ça qu'on dit, GPT. Ok. Donc c'est lui qui a décidé. Donc Buffon, Cannavaro, Chirea, Montero. On s'en fout que c'était pas un latéral gauche. Ils le mettent quand même latéral gauche. Bon, Montero, Thuram, Pirlo, Platini, Zidane en milieu de terrain. Pourquoi pas? Pourquoi pas Zidane en mezzala? Mais pourquoi pas hein et Platini au milieu de terrain. Je suis sûr qu'il serait bien amusé. Baggio, Cristiano Ronaldo, Del Piero. Bon, on va rétablir des vérités. On va rétablir des règles parce que là c'est du n'importe quoi les amis. Je suis désolé. Il y a des choses je suis d'accord. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais déjà un peu spoiler. Il y a des choses je suis d'accord. Mais je ne vais pas décider seul. Enfin si. De mon côté, moi je vais vous donner le meilleur 11 qui est pour moi le meilleur 11 de tous les temps de la Juve. Et vous allez donner le vôtre. Vous allez donner le vote grâce à notre ami Papa Mage. Hein, à notre ami Papa Mage, il va faire des sondages, vous allez répondre. Moi, je sais bien que vous allez répondre n'importe comment. Je sais bien que certains d'entre vous vont répondre comme des singes, mais c'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors, avant ça, hein, avant de parler de ce topon super intéressant, on m'a demandé de toucher un mot sur Italie-Angleterre d'hier. L'Italie a perdu son premier match. Eh bien, je vais vous dire, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous avons un entraîneur qui est une fraude. Alors, il faut savoir que Mancini est le mec qui est pompé le plus par les médias en Italie. Il donne des interviews à tout le monde, il se les met dans sa poche, il les invite à des barbecues chez lui, il y a des photos avec lui chez lui, des barbecues, avec une dizaine de journalistes autour de lui, ses cigares, claques dans le dos, champagne, c'est le mec des médias, Mancini. Il n'est là que pour ça. D'ailleurs, sa carrière, c'est quoi? Sa carrière, c'est qu'il était vice-entraîneur de la Lazio. Et après, ils le prennent parce que la Lazio, c'est un club qui était plus ou moins en faillite à l'époque. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils le prennent et ils gagnent une coupe d'Italie avec la Lazio parce que les joueurs voulaient se montrer. C'était la plupart des joueurs voulaient partir du club parce que le club n'avait plus assez d'argent, donc ils voulaient se montrer. Concours des circonstances, ils gagnent une coupe d'Italie, mais c'est pas la fin du monde. Puis il arrive à l'Inter. Il arrive à l'Inter et à l'Inter, il fait de la merde. Il fait de la merde, mais pompé par les médias, oui, mais c'est parce que la Juve vole, etc. Ensuite, Calciopoli, on lui donne 2 scudetti volés, et qu'est-ce que disent les médias? Je vais vous montrer ce qu'ils disent les médias à l'époque. Un instant. Et les médias nous expliquent que Mancini, regardez en dessous, l'uomo che vince sempre, c'est l'homme qui gagne toujours. En fait, il a eu 2 scudetti volés de Calciopoli, et pour les médias italiens, c'est l'homme qui gagne toujours. Voilà. Mais la vérité, c'est que c'est une fraude. C'est que le mec, il s'est fait virer de partout. Avec la nationale, il est arrivé là au bon moment, parce qu'on avait une grande équipe cette année-là. On avait tous à leur prime. Verratti était à son prime. Jorginho était à son prime, Spinazzola était à son prime, Chiellini voulait faire le dernière grosse compétition de sa carrière, Donnarumma il était à son prime. Donc on gagne l'Euro, hein. Je vais pas dire qu'il n'y est absolument pour rien, mais c'est les joueurs qui l'ont gagné. Lui, en fait, il a suivi le mouvement. C'est pas grâce à Mancini. C'est pas lui qui a sorti une bande de médiocres de la merde. C'est des joueurs qui ont sorti de la merde à lui.
Et après, on s'est pas qualifié comme des merdes contre le mondial, en faisant des matchs nuls contre la Macédoine, contre la Bulgarie, par ce genre de choses. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que dans le monde entier, il aurait été viré. Dans le monde entier, on lui aurait donné des coups de pied dans le cul. Hein. C'est comme ça. Parce que dans le monde entier, même si tu fais bien une saison, et la saison d'après, tu fais vraiment du zéro, t'es viré. Regardez Di Matteo, l'entraîneur de Chelsea, il gagne la Ligue des Champions, l'année d'après, il fait de la merde, mi-saison, il est viré. C'est comme ça. Lui, c'est une fraude. Et au lieu de prendre des entraîneurs comme Ancelotti, il est encore protégé par les médias italiens. Et tant qu'on aura cette cabale, ce lobby, je peux pas vous dire le nom, mais Sarri l'a pointé du doigt. Allez voir Sarri Mancini, vous allez voir ce qu'il a dit. Tant qu'on aura tout ça, ces médias, ces choses comme ça, qui veulent le maintenir, il va rester. Et tant qu'il va rester, on va sombrer dans la médiocrité. Parce que moi, je vais vous le dire, au jour d'aujourd'hui, Allegri serait meilleur lui qu'en équipe nationale, meilleur que lui. Pour moi, c'est une évidence. Parce qu'en équipe nationale, on ne doit pas créer un jeu. On prend le jeu du bloc équipe d'où viennent les joueurs. Par exemple, en 1974, tu as, comment vais-je dire, l'équipe d'Hollande qui jouait le football total. Pourquoi? Parce que le bloc équipe était de l'Ajax Amsterdam qui, eux, jouaient le football total. Donc, il a fait que reproduire le jeu du club. Donc, même Allegri, qui ne devrait pas inculquer de jeu, il prend juste des joueurs qui ont déjà leur jeu. Même lui, que je peux pas le voir, il ferait mieux que Mancini. Mancini, c'est une fraude. Mancini doit dégager. Mancini doit disparaître de l'histoire du football. Parce que partout où il est passé, il s'est fait jeter à coups de patate. Voilà. Ça, c'est une certitude. Bon. Les amis, on va faire notre top 11. On va faire notre top 11 et on va commencer par le gardien. Alors moi, je vous vois venir, bande d'escrocs. Vous attendez de savoir ce que moi je vais dire pour vous voter. Alors non, vous allez voter d'abord vous et puis moi, je vais vous dire quel est le meilleur gardien de la Juve de tous les temps. Donc Papa Match va mettre un lien. Il va mettre un lien, un petit lien. C'est un lien Stropole. Vous cliquez dessus et vous mettez le nom du meilleur gardien de la Juve de tous les temps. Je vais cliquer sur le lien. Boum. Et je vais le faire en même temps que vous. Voilà. Et j'attends que vous votiez. Oh, il y a des mecs qui votent comme des singes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, je vous l'affiche. Allez, 6 votes, seulement 6 votes. Allez-y voter. Zambrotta, moi. Ah, il y en a un qui se détache. Hein. Il y en a un qui se détache. Pourtant, des gardiens, on en a des bons dans notre histoire. Moi, je vous le dis. Des gardiens, on en a vraiment des bons. Bon, ben voilà, il y a eu une quinzaine de votes. Je pense que c'est sans appel. Hein. Alors, en ce qui me concerne, pour moi, le meilleur, enfin, celui que j'ai le plus dans mon cœur, c'est lui. Ça, je suis pas en train de dire que c'est lui le meilleur gardien de la Juve de tous les temps, mais c'est celui que j'ai le plus dans mon cœur. Hein. C'est Peruzzi. Tyson, un physique de bodybuilder, on l'appelait le sanglier. Tout le monde avait peur de lui, les amis. On avait peur de lui. Pourquoi on avait peur de lui? Eh bien, on avait peur de Peruzzi parce que, en fait, il fonçait dans les jambes. Et le mec, c'était un petit taureau. Il n'avait pas de cou. Il avait les trapèzes tellement énormes que on avait l'impression qu'il n'avait pas de cou. Donc, il fonçait et voilà, il cassait les jambes. Donc, moi, c'est un que j'ai aimé énormément. On a gagné la Ligue des Champions avec lui. Voilà, ça, c'est celui que j'ai aimé le plus. Mais là, on n'est pas pour dire ce qu'on aime le plus. On est là pour dire quel est le meilleur. Voilà, hein, quel est le meilleur. Alors, on aurait très bien pu dire Dino Zoff, parce que Dino Zoff, c'est une de nos légendes. Ça a été notre légende absolue en tant que joueur. Il a fait une carrière incroyable à la Juve. Ça a été une longévité exceptionnelle. Il a joué jusqu'à 42 ans. Alors, Buffon est un peu plus vieux, il continue de jouer. Mais lui, Dino Zoff, dans les années 80, jouer jusqu'à 42 ans, c'était pas possible. À l'époque, t'étais un vieillard. Hein. Bon, déjà, t'es pas tout jeune à 42 ans maintenant. Mais à l'époque, t'étais vraiment un vieillard. Voilà. Et lui, il a joué, il a fait une Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde à 42 ans, etc. Et un grand monsieur. Après, il a été entraîneur de la Juve. On a gagné une Coupe d'Europe avec lui. On a gagné la Coupe d'Italie avec lui. Il est resté que 2 saisons à la Juve et il a ramené des titres. Grand monsieur, grand entraîneur, grand joueur, etc., etc. Mais, les amis, Buffon, toute sa carrière, on l'a
on l'a comparé à tout le monde. Je veux dire, au début de sa carrière, fin des années 90, on l'a comparé à Oliver Kahn. On se demandait, mais qui est le plus fort entre Oliver Kahn et Buffon? Parce que Buffon, il est peut-être plus agile, mais Oliver Kahn, il est plus autoritaire dans la surface. Donc on se posait la question. Et ensuite, on s'est posé la question, quel est le meilleur entre Dida et Buffon? Hein? On se demande bien qui est le meilleur des deux. Et puis, quel est le meilleur entre Barthez et Buffon? On se demande bien. Et puis, quel est le meilleur entre Casillas et Buffon? Quel est le meilleur entre Pedersek et Buffon? Quel est le meilleur entre Van der Sar et Buffon? Et puis, plus dernièrement, quel est le meilleur entre Neuer et Buffon? Ben, c'est toujours Buffon, les amis. Parce que Buffon, il a une chose que les autres n'ont pas. Une chose, c'est la longévité. La longévité. Moi, je vais vous montrer un petit peu. Je vais sortir le lien. Voilà. Alors, il faut savoir que ça, c'est le classement officiel des meilleurs gardiens du monde. Parce qu'il y a un ballon d'or exprès pour les gardiens. Parce que vous savez, les gardiens, c'est un poste spécial. Hein. On ne peut pas comparer un gardien avec un joueur de foot. Donc, ils ont créé en 1987 un trophée expressément pour dire quel est le meilleur gardien du monde. Alors, Buffon est rentré dans ce classement en 1999. Il avait 21 ans. 21 ans, 5e. Ok ? 22 ans, 10e. Pourquoi 10e? Parce que c'était l'Euro, il a été blessé. Ou sinon, il aurait été premier, sans problème. 2001, Buffon, il est où? 3e. 2002, Buffon, il est où? 5e. 2003, 2004, 2005, 2001, etc., 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 etc. Buffon est resté dans le classement jusque 2019. Il est sorti qu'en 2019 du classement. Oui, dernière fois 2018 là. 2019, il est sorti du classement. Donc Buffon est resté de 1999 à 2019. Pendant 20 ans, il a été dans le top 10 gardien du monde. Pendant 20 ans. Ça n'est jamais arrivé avant lui et ça n'arrivera plus jamais dans le futur. Quelqu'un qui est top 10 mondial tous les ans pendant 20 ans, de 21 ans à 41 ans. Alors ils ont même fait le classement all-time. Hein. Ils ont fait, voilà. Ça c'est le classement, première partie du classement, donc de 1987 à 2012. Le premier qui est Buffon, donc 1987-2012, depuis que le trophée existe jusqu'en 2012. Et ensuite, attendez. Et ensuite, de 2012 à 2020, Buffon deuxième. Donc, si on fait toute l'histoire du trophée, une fois les premiers, une fois les deuxièmes. Voilà, à un moment, il faut juste fermer sa gueule, il faut juste se taire, juste comprendre que il n'y a pas photo. Hein. Je vais faire ça. Hop, 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 hop. Juste comprendre qu'il n'y a pas photo et s'incliner envers Buffon. Et alors, pourquoi Buffon était dans ce classement? Parce que Buffon, je vais vous expliquer une chose. Alors moi, j'ai jamais joué gardien. C'est vraiment un poste très spécifique, gardien, les amis. Hein. C'est pas un poste comme les autres. Gardien, et voilà, il faut s'y connaître. Et moi, j'ai pas les connaissances nécessaires en gardien. Ok. Mais un gardien normal, en fait, agit sur l'anticipation beaucoup. Vous faites un 1 contre un joueur. Vous pouvez pas attendre qu'il se mette à 1 mètre de vous et il tire, et puis seulement votre cerveau dire ok, il a tiré, je dois réfléchir en 1 millième de seconde pour savoir s'il tire à gauche, à droite, et puis seulement réagir, etc. Un gardien, quand vous arrivez à 1 ou 2 mètres de lui, que vous foncez avec la balle, vous êtes un attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe, donc il se jette dans les pieds. Il se jette dans les pieds parce qu'il dit voilà, je vais lui couper l'angle, comme ça, où qu'il tire, je vais essayer de lui couper plus d'angle possible. Pareil pour un penalty, le gardien en règle générale, il n'attend pas que vous tiriez pour plonger. Il attend qu'avant que vous touchiez le ballon, il plonge. Sinon, il arriverait beaucoup trop tard. Donc, un gardien normal, il fait de l'anticipation. Buffon, c'est pas un gardien normal. Buffon, il n'est pas dans l'anticipation, il est dans la réaction. Voilà. Et là, je vais vous montrer une action qui montre qui est Buffon. Regardez, là, contre Barcelone, c'était pas très longtemps. Hein. Voilà. Il se trouve devant. Il se trouve devant. Et au lieu de plancher dans les pieds, il attend qu'il tire. Et quand il tire, il met le bras. Normalement, vous avez le joueur à 1,5 mètre de vous, maximum 2 mètres. Vous ne pouvez pas attendre qu'il tire avant de mettre le bras. Vous devez déjà faire quelque chose avant. Et lui, en fait, c'est un peu comme Spider-Man. Il a le sens de l'araignée. Vous voyez, dans le film Spider-Man, dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, vous voyez à un moment, avant que le coup de poing parte, il sait déjà où il va partir. Voilà. C'est cet instinct qui fait que c'est un gardien atypique.
que c'est un gardien qui n'est pas dans l'anticipation, mais dans l'action, mais son action, elle est tellement calculée au millième de seconde qu'on va dire que jusque l'âge de 36, 37 ans, après il y a eu évidemment un déclin, mais jusque l'âge de 36, 37 ans, c'était un GOAT. C'était un GOAT. Alors oui, bien sûr, amis supporters du Bayern, amis supporters du Real, il est bien évident que sur une saison ou deux saisons, Neuer était supérieur. Il est bien évident que sur une ou deux saisons, Casillas était supérieur, etc., etc. Mais sur toute une carrière, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est les votes, c'est donc fermez vos gueules parce que c'est comme ça. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors là, ce qui est bien, c'est que je suis bien content, c'est que vous dans le chat ou moi, on a le même préféré. C'est Buffon. Voilà, donc c'est parfait. Alors maintenant, on va faire le numéro 6, le libéro. Pas mage, mais le lien. Alors je vous explique c'est quoi un libéro. Un libéro, c'est pas le défenseur-défenseur, c'est le défenseur complet. C'est le défenseur qui doit être à la fois fort techniquement et à la fois fort défensivement. C'est le numéro 10 de la défense. Ça doit être également un créateur. On va dire un exemple actuel, ça serait cette merde de Bonucci. Voilà, c'est-à-dire que le mec, il n'est pas seulement capable de défendre, enfin maintenant il est plus trop capable, mais il fait pas que défendre, il fait aussi des relances. Un libéro, c'est ça. Dans l'histoire du football, c'est ça. Je vais cliquer sur le lien, on va le faire ensemble. Je vais voter, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est ça. Il me dit jeton non valide. C'est quoi ce problème de jeton? Faut des jetons? Merde. Bon bah il faut des jetons, apparemment il y a un problème avec le vote. Et qu'est-ce que vous voulez les amis, c'est comme ça. Mon avis Stropole, on peut plus faire autant de votes qu'on veut. C'est pas grave, je vais vous donner ma réponse alors les amis. Je vais vous donner ma réponse. Attendez, parce que là, ils me disent que le stream est coupé. Non, je suis toujours là. Ils me disent que le stream est coupé. Ah, je suis toujours là, c'est bon. Pas de souci. Donc, je vais vous expliquer un peu mon vote. Alors, pour moi, déjà, il faut savoir une chose, avant de vous expliquer mon vote. C'est que en France, vous m'énervez. Franchement, vous m'énervez, les mecs. Vous m'énervez parce que, pour vous, un 6, c'est un milieu défensif. Alors que c'est pas le cas dans le monde. Parce que dans le monde, le numéro 6, c'est le numéro du libéro. Dans cette photo, vous pouvez voir Beckenbauer, c'est un vieux tweet que j'avais fait il y a quelques années, hein, en 2018. Beckenbauer, qui était un libéro, bah, c'est le numéro 6, son numéro. Baresi, c'était un libéro, bah, c'est le numéro 6, son vidéo. Bellodedici, international roumain, un des meilleurs libéraux de tous les temps, un jour je vous en parlerai, qui a joué à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était un 6, c'était un libéro. Passarella, regardez le numéro, c'était un 6. Chirea, regardez son numéro, c'était un 6. Le 6, milieu défensif, ça existe qu'en France. Alors des fois, moi je lis des tweets, ouais, c'est qui en 6, et je dois faire le calcul. Ah ouais, c'est vrai, le 6 en France, c'est un milieu défensif. Mais non, mais Jawad, il est là parce que, voilà, c'était à l'époque, c'était un mème de l'époque. Santé, je bois un peu de café. Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors, comme je vous dis, le libéro, c'est un créatif. Et pour moi, il n'y a pas photo. C'est Chirea, les amis. C'est Chirea. Alors Chirea, faut savoir que c'était quelqu'un aimé de tous. Il venait d'une famille immigrée sicilien qui sont partis habiter du côté de Milan. Son papa était ouvrier, etc. Milieu très pauvre, excessivement pauvre. C'était vraiment la caricature de l'orange à Noël. Vous voyez, c'était vraiment ça à l'époque. Et le mec, quand il était petit, il a travaillé déjà à 12-13 ans, et déjà il travaillait, il aidait son père à l'usine, etc., etc. Et ça lui a donné un côté humble, un côté incroyable. Vous aviez tous les mecs de son équipe, la Juve de l'époque, elle gagnait absolument tout. C'était des stars, c'était les Beatles italiens à l'époque. Je vous en parle après avec les autres numéros. Le mec, ils étaient juste incroyables. Attendez, je vais vous montrer une vidéo de Chirea. Et le mec, il était humble, il avait une technique au-dessus du niveau pour regarder. Ça, c'est un libéro, c'est un défenseur. Dans les années 80, un défenseur, il faisait pas ça. Hein. C'était le mec qui était capable de dribbler un homme, deux hommes, d'aller marquer un but. Il a marqué plus de 50 buts à la Juve, des tirs de loin, etc., etc. Il avait une classe, quelque chose
exceptionnel. Il n'a jamais été expulsé de toute sa carrière. Jamais, 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 les amis. Jamais. C'était quelqu'un qui était vraiment, vraiment au-dessus du lot. En création, en défense, en gentillesse, en classe, jamais dans la polémique, jamais dans absolument rien, jamais une méchante faute. Il prenait la balle toujours en visant la balle, jamais il n'a visé une jambe. Enfin, c'était une espèce de saint. Au-dessus de tout, alors il faut savoir que des libéraux dans l'histoire, il y en a eu des très bons, vous en avez vu tout à l'heure, j'ai montré des photos. Mais il y a une chose qui s'appelle le FIFA 100. Le FIFA 100, c'est quoi? C'est Pelé à qui comment vais-je dire, demandé quels étaient les meilleurs joueurs de tous les temps. Il devait donner les 100 meilleurs joueurs de tous les temps, Pelé. Eh bien, Pelé, au moment de dire le libéraux, bien sûr, il a dit, dans ses 100 meilleurs joueurs, il a mis Beckenbauer, il a mis Baresi, mais il a dit, pour moi, le libéraux ultime, c'est Chirea. Pour moi, c'est celui qui m'impressionne le plus. Voilà. Donc nous n'avons pas autant d'images comme nous avons que des joueurs de maintenant, mais voilà, le mec était aimé de tous, il était juste fantastique. Il a vécu pour la Juve, il est malheureusement mort pour la Juve. Il faut savoir que quand il a arrêté sa carrière, c'était le second ou un des préparateurs de l'entraîneur de l'époque. Et on l'a envoyé en Pologne, à l'époque en Pologne, pour aller voir une petite équipe polonaise qu'on devait jouer en Coupe de l'UEFA. Et il arrivait là-bas en Pologne, et là-bas en Pologne, il n'y avait pas de pompe à essence, il n'y avait rien, c'était le communisme à l'époque. Donc il avait dans son coffre de l'essence, quoi, des jerrycans d'essence. La voiture sort de la route, la neige, des mauvaises routes de l'époque de l'URSS, etc., etc. Et voilà, là il meurt à ce moment-là. Il est mort à 36 ans. Sa femme va toujours voir tous les matchs de la Juve. Si vous la voyez dans les gradins, elle est toujours là en train de voir les matchs de la Juve. Son fils travaille encore à la Juve maintenant. Ils l'ont mis comme scout manager pour aller voir les jeunes, etc., etc. Voilà, il est juste incroyable. Alors, et tu crois qu'il serait toujours aussi fort aujourd'hui? Ben, disons qu'à son époque, il était tellement fort, mais tellement, 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 qu'aujourd'hui, évidemment, il tirerait largement son épingle du jeu, surtout avec les entraîneurs de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le football est plus physique. Mais est-ce qu'il est plus technique? Je pense pas, hein. Il est juste plus physique, il est plus rapide, mais il est certainement pas plus technique aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, voilà, Chirea, pour moi, il doit être là, et ChatGPT se trompe pas, c'est Chirea. Voilà. Alors les mecs, vu que Stropole fonctionne pas, vous allez écrire dans le chat, mais non, on va passer au poste suivant. Et le poste suivant, c'est le stopper. Voilà. Alors le stopper, c'est pas la dentelle. Hein. C'est pas un mec technique qui doit sortir le ballon proprement. C'est un boucher. C'est Dominique Strauss-Kahn de la défense. Hein. Il est juste là pour être le meilleur défenseur. Alors moi j'aimerais bien que dans le chat, vous écriviez pour vous quel était le meilleur défenseur en défense pure. Donc on va dire en stopper, mais en défense pure que la Juve a eu. Alors dans le chat je vois quoi? Je vois Montero. Ah, le bonhomme Montero. Montero, plein de Montero. Thuram, Montero, Bonucci, lol, Cannavaro, Dallinone, Chiellini, Thuram, Cannavaro. Alors, moi je vais vous dire, pour moi les amis, c'est pas Chiellini. C'est pas Chiellini parce que Chiellini, évidemment, pendant, on va se dire, les 6 ou 7 ans où il était à son prime, c'était un des meilleurs défenseurs du monde. Pendant les 6 ou 7 ans qu'il était à son prime, il était constamment dans le top 3 des meilleurs défenseurs du monde. Parfois c'était lui premier, parfois c'était Ramos, parfois, voilà, mais il était toujours là en fait. C'est une espèce de petit bouffon, c'est-à-dire qu'il a eu une pleine longévité, il a toujours été très fort, personne ne va le nier. Mais Chiellini, il a souffert, les grands joueurs. Je veux dire, par exemple, contre Cristiano Ronaldo, quand on le jouait contre le Real, il n'a pas muselé spécialement, Cristiano Ronaldo. Il s'est déjà fait bouffer plein de fois par Cristiano Ronaldo, etc. Donc, on va dire qu'il était très bon dans une certaine constance. C'était un mec qui donnait son sang pour la Juve. On se souvient tous des bandeaux avec le sang. Chiellini, il est là. On se sentait représenté par lui, en fait. Voilà, c'était quelque chose de... Voilà, Chiellini, on l'adorait pour tout ça. Mais il souffrait, les grands joueurs. Il souffrait, hein. Et puis, donc moi, voilà, Chiellini, je pouvais pas le mettre. Et j'étais à 2 doigts de mettre Cannavaro.
J'étais à deux doigts de mettre Cannavaro parce que je dis putain, le mec ballon d'or, ok, humainement c'était une saloperie, ok, il nous a laissé tomber comme le dernier des rats quand on était en deuxième division et tout ça, mais à un moment, on n'est pas en train de mettre le classement des joueurs qu'on préfère le plus. On n'est pas en train de mettre le classement des meilleurs joueurs, comment je dire, qu'on a dans notre cœur. Non, c'est juste la force du joueur. C'est juste la force du joueur. Et Cannavaro a été ballon d'or. C'est un des rares défenseur central qui a été ballon d'or dans toute l'histoire du football. J'ai un moment, c'est pas rien. On donne pas ballon d'or pour rien. Le mondial, il a juste été merveilleux, exceptionnel, etc. Donc il y avait mon père qui était là. Je dis papa, je vais faire un classement vite fait. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le finir. Un moment, on va trouver les joueurs entre nous. Hein, j'ai rien préparé pour certains joueurs. Mais là, j'étais en train de faire le défenseur central. Je dis, papa, je vais mettre Cannavaro quand même ballon d'or. Et mon père là, il prend son téléphone. Et je dis, tu fais quoi? Il dit, je téléphone au notaire pour te déshériter. Parce que, voilà, il y a des limites. Le mec, alors je dis, papa, c'est pas le plus fort. Et alors là, il m'a expliqué quelque chose et je me suis bien renseigné. Pendant 1 heure, je me suis renseigné sur ce joueur-là, que je connaissais évidemment de nom, que je connaissais évidemment d'histoire, que je savais qu'il était totalement intransigeant, mais que je m'y rendais pas compte qu'il était si fort que ça. Et ce joueur-là, c'est Claudio Gentile, les amis. Voilà. Claudio Gentile. C'était le stopper de l'équipe d'Italie de 1982, championne du monde. Alors, il faut comprendre une chose. L'équipe d'Italie de 1982, championne du monde, c'est pour moi déjà la Coupe du Monde la plus méritée de tous les temps et une des équipes nationales les plus fortes de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'elle a simplement battu les meilleurs. Moi, je connais assez bien le Brésil, j'ai été 2 fois au Brésil, j'ai des amis brésiliens, je parle souvent de football avec eux. Moi, je peux vous dire qu'à un Brésilien, vous lui demandez quelle est l'équipe la plus forte du Brésil de tous les temps, ils vont vous dire l'équipe de 1982. Ils avaient, gardien à part que c'était une merde, tous les autres joueurs c'était tous des potentiels ballons d'or. Falcao, voilà, ils avaient une équipe Socrates, ils avaient une équipe absolument mondiale. L'équipe de 1982, elle les a démontés. Il y avait l'Argentine championne du monde en titre de 1968 avec Maradona en plus. Donc l'Argentine de 1982 était plus forte que l'Argentine de 86 qui a gagné le mondial. Elle était plus forte. Elle a joué contre l'Italie. L'Italie les a démontés. Après, elle a joué contre la Pologne de Leto et de Boniek, qui étaient des joueurs mondiaux à l'époque. Démontés. En finale, elle met 3 buts et elle a raté un penalty. Non, c'était 4 buts contre l'Allemagne. Démonté. Elle a démonté toutes les meilleures équipes du monde de l'époque, voire même certaines des meilleures équipes de tous les temps. Et en stopper de cette équipe-là, vous aviez Claudio Gentile. Alors Claudio Gentile, c'est le mec, je vais vous montrer ça, qui a fait pleurer Maradona. D'ailleurs, la FIFA a fait un petit documentaire sur lui, c'est est-ce que c'est le mec le plus dur qui n'ait jamais existé en Coupe du Monde. Le mec, Maradona, il a collé tout le match. Maradona était intenable. Tout le match. Tout le match. Il le poussait à la faute. Il le tenait. Il courait aussi vite que lui. C'était un marquage. C'était pas la culotte. Je veux dire, tout le match, Maradona a senti l'haleine de Gentile derrière lui. Il n'a rien fait, Maradona. Il n'a absolument rien fait. Ce mec-là était juste exceptionnel. Exceptionnel. Donc, alors, faut savoir que Claudio Gentile, sa maman est libyenne et on l'appelait Kadhafi à l'époque, c'était son surnom et on disait putain t'es fort comme le général Kadhafi quoi. Et cet homme-là en fait, en plus de la force qu'il avait en tant que stopper, qu'il était juste craint de tout le monde. À un moment, là j'ai pas les images, mais contre le Brésil, à un moment à l'époque, on pouvait tirer les maillots et tout. Il a pris le maillot d'un Brésilien, le Brésilien était parti, il avait son maillot en main. Il l'avait totalement arraché. À l'époque, c'était pas une faute de tirer sur les maillots, on pouvait. Hein. Donc, voilà, le mec c'était d'une force juste incroyable. Et là, on lui a fait plusieurs interviews. On a fait une interview où il parle de toute sa carrière. On lui dit, voilà, comment ça c'est que vous entraînez plus alors que vous avez gagné plusieurs trophées avec l'équipe nationale d'Italie jeune. Il a gagné 3 euros de suite parmi les jeunes à l'époque avec Pirlo et tout ça. Comment ça se fait? Et il explique en gros que c'est à cause de, avec Calciopoli, il a trop défendu la Juve. Et là, donc il reste digne. Hein. Et à un moment, on lui dit, quel est votre amour de la Juve? Je vais vous montrer ce qu'il dit. Je vais vous montrer, écoutez. Hein. J'espère que vous entendez les amis. Risultati però. Ma la Juve, perdonami Viviana che gliela voglio proprio dire,
Resta l'amore di una vita o è ancora il sogno di una squadra da allenare? C'è ancora il sogno di allenare un giorno la Juve? Alors lui, on lui pose la question, on dit, la Juve, c'est juste l'amour d'une vie ou vous rêvez encore de l'entraîner? Ça date de 2008 l'interview, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc regardez, un homme très digne et très dur. Écoutez ça un peu. Guarda, questo non lo so, però io non sono diventato juventino, io sono nato juventino. Il dit, moi je suis pas devenu juventino, moi je suis né juventino. Perché una foto che avevo 7 anni, ero in Libia, avevo una maglia bianco-nera. Moi j'ai une photo, j'étais en Libye, j'avais 7 ans, j'avais le maillot bianconero. Et il pleure. Un homme digne, dur, c'est d'une dureté cet homme-là, d'une dureté, quelque chose que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il pleure. Quindi È un peccato, però non vedere Fracero più allenare. Il n'arrive même plus à parler. Quand on lui parle de la Juve, c'est quelqu'un Il merito non qui a è des émotions. oggi, è un po' sottovalutato questo merito, dico bene? Pendant Calciopoli, les amis, pendant Calciopoli, il était dans une émission et il y avait un intériste qui était là. C'était Altobelli qui avait joué qu'avec lui en national. Et Altobelli dit, ouais, mais on sait, la Juve, c'est des tricheurs. On sait, la Juve, c'est des tricheurs. Lui, en pleine émission, il lui dit, tu sais quoi, en équipe nationale, je t'avais déjà une fois, je t'ai déjà cassé la gueule. Ta gueule, ou sinon je te recasse la gueule, maintenant devant la caméra, comme ça. Et Altobelli, il a dit, ça va, il faut pas t'énerver, parce qu'il avait peur de lui. Hein. Voilà. C'est donc excessivement fort, avec un amour infini pour nous. Et moi, je suis désolé, ça me touche. Voilà. Quand on nous donne cet amour, quand quelqu'un nous aime à ce point-là, au point de briser sa carrière d'entraîneur pour nous avoir défendus. Parce que là, dans cette interview-là, je ne vais pas vous passer tout l'interview, mais il explique, il dit, moi, on m'a plus pris dans les jeunes en équipe d'Italie parce que la FIGC, donc la Fédération Italienne de Football, était en procès contre la Juve, et moi, je défendais la Juve. Moi, je disais dans la caméra qu'il n'y avait rien, que c'était un montage, etc., etc. Comme on dit dans le chat, comme Rudy dit, c'est pas un acteur comme Danilo, non. C'est pas un Danilo Negobo que si la Juve elle descend en deuxième division, je peux vous dire que le premier qui va prendre l'avion pour partir au Brésil, hein, on sait tous c'est qui, ok? On sait tous c'est qui. Là, c'était vraiment un amour infini. Voilà. Même si je l'ai pas connu, force est de constater que tout ce que j'ai vu de lui, tout ce que j'ai lu de lui, tout ce que je vois maintenant à la télévision quand il y passe, etc., etc., c'est que de l'amour pour nous, et c'est le mec qui a fait pleurer Maradona. Voilà. Alors, on passe au joueur suivant, l'arrière latéral gauche. L'arrière latéral gauche. Dans le chat, allez-y voter. Je bois un peu mon café. Eh les amis, votez là, Alexandro, c'est bon. Zambrotta, pas mal, pas mal. Cabrini, c'est tout. Deschilio, hein. Zambrotta vient souvent. Cabrini. Ah ben les amis, moi je vais vous dire, le meilleur latéral gauche de la Juve tous les temps, mais sans même discuter, il n'y a même pas, on peut même pas dire oui mais non mais c'est Calo, il y a quand même un petit débat, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, c'est Cabrini les amis, c'est Cabrini. Alors, il faut savoir une chose, très peu de gens le savent ça, hein. On dit tout le temps l'Italie, Catenaccio, etc., défenseur. Alors, on connaît tous un poste, c'est celui de arrière latéral offensif. Ok ? Actuel, vous avez Cancelo actuellement, vous avez celui du Bayern de Munich, là, le Canadien, enfin vous avez des arrières défensifs, offensifs, donc arrière latéral, donc à la base c'est des défenseurs, mais excessivement offensifs. Eh bien, il faut savoir que le poste d'arrière latéral offensif a été inventé par les Italiens. Ça a été inventé malheureusement par l'Inter dans les années 60. C'était Elenio Herrera, qui est un Argentin, un entraîneur argentino-français, hein, il avait les deux nationalités, qui a inventé, c'est lui qui a inventé le catenaccio. En fait, il a pris le verrou suisse et il l'a adapté. Il dit voilà,
On va pas faire que défendre comme les verrous suisses, on va aussi faire des contre-attaques rapides. Et pour avoir des contre-attaques rapides, il faut des ailiers en défense. Voilà. On va bétonner au centre, donc on va mettre tout le monde défenseur au centre, et en défense, on va mettre 2 personnes et ils vont remplacer les ailiers. Et le premier, ça a été Facchetti. Donc c'était le premier latéral, arrière latéral défensif, offensif du monde, le premier. Et ensuite, on en a eu d'autres. Hein. L'Italie, des arrières-gauches offensifs, on en a eu à l'appel, et de niveau mondial, Maldini, et non encore un. Moi, j'ai une émission sur Team Serie A, je vais faire la même chose que ce soir, mais pour les joueurs de toute la Serie A, donc faire le top 11 de Serie A tous les temps. Aujourd'hui, on fait que la Juve. Donc, et il faut savoir que donc, entre 3 connus mondialement, qui ont été dans le top du monde, et qui ont été les meilleurs du monde à leur époque. Vous avez Facchetti de l'Inter dans les années 60, Cabrini de la Juve dans les années 80 et Maldini au début des années 90 qui ont été les meilleurs du monde à leur poste. Mais le meilleur des 3, offensivement parlant, je parle pas niveau complet, niveau défense, niveau longévité, non, offensivement parlant, c'était Cabrini les amis. C'était Cabrini. Le mec, il a le record de nombre de buts pour un défenseur en équipe nationale d'Italie. Voilà. Il a marqué je crois qu'il a marqué un but de plus que Totti en équipe d'Italie. C'était un arrière latéral, quoi. Alors le mec, des petites anecdotes sur lui, hein, on l'appelait le fiancé de l'Italie. Le fiancé de l'Italie parce que toutes les femmes étaient absolument totalement dingue de lui, mais vraiment, ça tournait vraiment à l'harcèlement. Et alors à l'époque, maintenant on a les réseaux sociaux. Une femme qui va vous agresser, c'est quoi? Ben, c'est une femme qui vous envoyait un message de elle va montrer ses boobs, elle va vous les envoyer en DM. Voilà, ça s'arrête là. À l'époque, non, c'était des lettres. C'était des lettres. Et lui, il habitait encore chez sa maman au début de sa carrière, et il recevait sa maman tous les jours, recevait l'équivalent de un demi-camion de lettres. Ça veut dire c'était 30 ou 40 kilos de lettres tous les jours. Alors des fois il y avait des cadeaux, il y avait des trucs comme ça. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que ça, lui il disait maman c'est bon maman laisse tomber, j'ai pas que ça à foutre, je vais pas répondre. Et c'est sa maman qui répondait un par un. Et comme lui il était donc un des meilleurs joueurs du monde de l'époque, la poste italienne a inventé quelque chose pour lui. C'est le premier timbre qu'il fallait pas mettre de salive dessus, qui se collait tout seul. C'était pour sa maman, parce que sa maman elle dit j'ai plus de salive, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et comme la poste italienne a donné des timbres à sa mère pour répondre aux lettres, voilà comme ça. C'était un baiser, juste un truc incroyable. Paraît-il, dans l'avion qui est revenu de la coupe intercontinentale que la Juve avait gagnée en 1986, je crois, ou quelque chose comme ça. Le mec dans l'avion, il paraît qu'il a niqué 2 hôtesses. Ouais, c'est comme ça. Il a niqué 2 hôtesses. Et t'avais des hôtesses qui voulaient aller avec Chirea. Chirea, il fait non, moi, je suis marié, je fais pas ce genre de choses. Vous voyez la différence entre Cabrini et Chirea. Et le joueur était tellement grand, je veux dire, c'était une machine à centrer, hein, je veux vous dire. Kostic, là, vous voyez, à l'heure actuelle, les centres, il les fait pas mal. Non, lui, c'était un GPS au milieu des pieds. Il faisait des centres, la balle, il vous la déposait là. Il n'y avait plus qu'à la pousser à l'intérieur. Il était juste incroyable, il était technique, parce que c'est un ancien ailier qu'on a mis à ce poste-là. Alors, il faut savoir que quand il a arrêté sa carrière, et ça, on fait ça pour les tout grands champions, ils ont fait l'équipe d'Italie avec Cabrini contre les meilleurs joueurs du monde. Donc ils ont fait un match avec les meilleurs joueurs du monde, qu'à l'époque c'était le meilleur gardien du monde, c'était Jean-Marie Paf, Rijkaard, Junior, Boniek, Zico, Van Basten, Platini, Paolo Futre. Ils ont fait un match juste pour célébrer le dernier match de Cabrini. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait pour les tout grands joueurs. Donc voilà. Encore un joueur de la génération 82, 83, 84, 85. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la Juve, c'était voilà, une des meilleures équipes de tous les temps. C'est une des rares équipes, je crois que c'est la seule équipe au monde, non, je crois que c'est arrivé à un autre club maintenant, je crois que le Bayern l'a fait, je crois, et Liverpool, ou le Bayern, c'est l'équipe qui avait tout gagné. Je veux dire, 82, 83, 84, 85, 86, elle a gagné la Coupe des Champions, la Coupe des Coupes, la Coupe de l'UEFA, la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, et si on veut, aussi le Mondial, parce que dans l'équipe du Mondial, c'était que de l'équipe de la Juve. Voilà. C'était, voilà, c'est 3 joueurs en défense de cette période-là. Je suis désolé, c'est comme ça. Et je dis juste une petite chose, c'est que je suis pas assez vieux pour avoir connu les Juve des années 50 et des années 60. Peut-être il y avait des joueurs tout aussi forts que moi j'ai pas connus. Voilà, moi je vous dis ceux plus ou moins que j'ai connus ou sur lesquels je me suis renseigné. Hein. J'ai pas la vocation de tout savoir absolument.
Alors on va passer au latéral droit. Je veux que vous me disiez le meilleur latéral droit de la Juve de tous les temps. Allez-y. Je vous laisse voter. Thuram, Zambrotta, pas d'idée. Lichtsteiner, pas le meilleur de tous les temps, mais il était fort. Super sous-coté, Lichtsteiner. Moi, je vous le dis, hein, super sous-coté. Il était très fort, hein, très fort. Quadrado, mais Quadrado rigolait. Mais Quadrado, quand il était à son prime, je peux vous dire que c'était un des meilleurs latérales droits de pas tous les temps, mais de son époque, hein, à son prime. Cancelo, parce qu'on a le droit de dire Cancelo aussi. Hein, on a le droit. Même s'il a joué très peu de temps, même s'il n'a pas fait... je veux dire, voilà, c'était pas le meilleur joueur du monde quand il a joué chez nous. C'est à son prime. Il faut prendre le meilleur joueur qui a mis ses pieds à la Juve, à son prime, à un tel poste, même ne fût-ce que pour une seule saison. Voilà. Dani Alves. Putain, Dani Alves. J'ai pas mis Dani Alves, mais j'aurais pu. J'aurais pu. Mais non, avec Allegri, il le faisait jouer ailier, il jouait pas arrière latéral. Hein. Mais Dani Alves, c'est vrai. J'aurais pu le mettre. Parce qu'on peut dire, oui, mais Calo, il aime pas la Juve, oui, Calo, il est juste venu comme ça faire une pige, oui, ouais. Non, mais d'accord. Mais là, on juge pas l'amour de quelqu'un pour la Juve. On juge. Vous voyez, vous m'avez fait penser. J'aurais pu mettre Dani Alves. J'aurais pu mettre, bien évidemment, Dani Alves. Je l'avais zappé. Merci Rosa de l'avoir mis dans le chat. Non, moi, j'ai pas mis Dani Alves, les amis. Moi, j'ai mis quelqu'un d'autre. Moi, j'ai mis Zambrotta. Voilà. J'ai mis Zambrotta, les amis. Alors, pourquoi Zambrotta? Attendez un peu, je vais fermer les fenêtres parce que je ne vois plus clair. J'ai mis Zambrotta parce que Zambrotta aussi est un ancien ailier qui a été reconverti arrière latéral et il était totalement ambidextre. C'est-à-dire que lui, on lui pose la question, il était droitier ou gaucher, il dit je sais pas. Je sais pas, c'est la même chose pour moi, pied gauche ou pied droit, depuis que je suis tout petit. Papa mage. Ouais. Aux femmes, après je réponds. Donc je te dis, il était totalement ambidextre et à la base, donc il jouait, comment vais-je dire, à droite. Mais il était tellement ambidextre qu'à droite, on avait déjà quelqu'un qui était Zebina, même s'il était mauvais, mais on avait personne à gauche. Donc on l'a fait jouer latéral gauche. Même si à la base c'est un mec de droite. Donc moi je le place à droite, je le place à son poste de base. Hein. Et le mec, c'est tellement fort dans les deux phases, c'est-à-dire offensivement et défensivement, il savait faire absolument les deux. C'était Cancelo, la défense en plus. Vraiment. C'est que le mec, il est parti à Barcelone, dans le grand Barcelone, hein, pas hein, le Barcelone de Messi, le tout grand Barcelone. Il est arrivé là-bas et c'était une des stars. Il était juste incroyable. Les buts qu'il marquait là-bas, je vais vous montrer. Voilà, les mecs c'était un arrêt latéral, des petits lobes, voilà, partir en profondeur. Voilà, le mec même à Barcelone il était excessivement apprécié. Il avait une liberté de mouvement qu'il avait évidemment plus à Barcelone qu'en Italie. Il a marqué un nombre de buts, voilà, pour une saison. Et non, Zambrotta, je peux vous dire, c'était juste incroyable, excessivement fort. Et alors, voilà, c'était une saloperie. Il nous a quittés immédiatement après Calciopoli. Il est parti. Et il est parti pas normalement. Il est parti limite en nous crachant dessus. Il est parti au Milan. Il a été, pour finir, même les supporters du Milan étaient distants avec lui. On dirait, attends, le mec, il est resté des années à la Juve et il crache comme ça sur la Juve. Ça veut dire s'il le fait avec la Juve, il va le faire à nous aussi. Voilà. Donc même le Milan était distant et c'est un mec qui l'est rejeté de tout le monde parce qu'il a écouté que son égoïsme, il a mal parlé un peu et là quand il va à la télévision italienne, il défend le Milan parce que c'est son dernier club, etc., etc. Mais voilà, il est fort. Et alors une chose qui a rien à voir avec le football, mais sa femme avait une paire de seins, les amis, mais excusez-moi, j'ai jamais vu ça dans le football. C'est de trop. C'est un gâteau au beurre avec trop de beurre. Hein. C'est un plat salé trop salé. Voilà, c'est juste impressionnant. Ça part de tous les côtés, ça déborde. C'est de la gourmandise. Voilà. Donc, donc voilà, je le mets, hein. Je le mets parce que c'est mérité.
Alors les amis, maintenant on va mettre le numéro 4 qui est pour nous en Italie le milieu défensif. En France, vous appelez ça le numéro 6. Donc mettez votre milieu défensif. Allez-y, go. Je vais répondre à un message en attendant. Davids, Pirlo, Tacchinardi. Bonucci, Pirlo, Davids, Pirlo, Paredes. Pirlo, Danilone en 6. Bon les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Alors moi, Pirlo, je l'ai vu la première fois à un Euro de l'équipe nationale italienne. Il faut savoir que l'équipe nationale italienne, à cette période-là, avait gagné genre 2 ou 3 euros jeunes de suite. Vous aviez une équipe nationale italienne de jeunes, vous aviez Totti, Pirlo, c'était un truc, c'était comme les seins de la femme de Zambrotta, ça débordait de talent, il y en avait de tous les côtés. Et moi j'ai vu ça, je dis waouh, la classe. Waouh. Rarement dans ma vie, hein, ça m'arrivait que 3 ou 4 fois de voir un très jeune joueur que je me dis ce joueur-là ne peut devenir que un grand joueur. Après je vais vous dire c'est qui les deux autres. Ça m'est arrivé que 3 fois dans toute ma vie. Et lui, moi j'ai vu Pirlo. Et je me dis mais la classe quoi. Le mec il jouait déjà en marchant, c'est-à-dire il arriverait, c'était un des rares, des très 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 rares joueurs à dribbler un homme en marchant. Tu peux pas. Je veux dire, tu dribbles un homme en accélérant. À un moment, tu peux pas être lent et dribbler. Lui, il le faisait. Lui, il le faisait. C'était juste de la magie. C'était une énorme promesse du football italien. Et lui était interiste. Il est né interiste, c'est comme ça. Hein. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'est fait prendre dans le piège de l'interisme. C'est ce qui vient du côté de Brescia. Il faut savoir que dans cet endroit d'Italie, 90% des gens sont interistes. Donc il est interiste. Plusieurs clubs italiens ne voulaient pas la Juve, mais plusieurs clubs italiens voulaient. Et lui, il a décidé d'aller à l'Inter. Il va à l'Inter, on le fait pas jouer. On le fait pas jouer. Et en fin de saison, il dit, tu dégages. Tu dégages parce que l'entraîneur de l'époque, il dit, moi, je sais pas où te mettre. T'es un numéro 10 atypique, un peu à la Riquelme. Je sais pas si vous, enfin, si certains d'entre vous l'ont connu dans le chat, mais Riquelme est un grand numéro 10 argentin, mais excessivement lent. Et d'ailleurs, en Europe, il n'a jamais été excessivement fort, Riquelme, il était très fort en Amérique du Sud. En Europe, je crois qu'il a joué à Villarreal, je crois. Il était bon, mais voilà, quoi. En Amérique du Sud, c'était Jésus, hein. Mais en Europe, voilà, parce qu'il était trop lent. Et donc, Pirlo avait cette lenteur-là. Il n'était pas, c'était pas un joueur rapide, mais il avait un toucher de balle. Mais c'était juste impressionnant. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un faire des transversales de 60 mètres comme un GPS. La balle devant, c'est pas possible d'être aussi précis en fait. Le mec, il avait une précision de passe, c'était juste quelque chose incroyable. Oui, Riquelme aussi au Barça, mais exceptionnel, mais non, pas exceptionnel pour moi. Il était très bon, mais il était lent. Pour le football européen, il ne pouvait pas être ballon d'or en Europe, Riquelme, à cause de cette lenteur. Parce qu'il avait le talent pour être ballon d'or, mais il avait la lenteur, donc il ne pouvait pas être ballon d'or. Donc vous aviez Pirlo, qui est excessivement lent, et l'Inter dit, écoute, non, on sait pas te mettre. C'est pas de mettre parce que c'est des singes, parce qu'à un moment, un entraîneur, quand tu vois un joueur avec de talent et qui a le mental en plus, s'il rentre pas dans une case, mets-le ailleurs. S'il rentre pas dans une case, les mecs, voilà, il faut le mettre ailleurs. Les transversales de Scholes n'ont rien à voir. Tout Scholes était excessivement précis, mais il avait, c'est vrai, mais il n'avait pas la créativité de Pirlo. Pirlo ne regardait pas, c'était du no-look. Du no-look. Il regardait pas, il faisait une passe de 60 mètres devant, il regardait même pas où t'étais ou pas, elle arrivait. Il avait un troisième œil derrière la tête. Hein. Voilà, c'était comme ça. Donc, le mec, l'Inter lui dit, écoute, ouais, bah écoute, non, bah on va te prêter ailleurs parce qu'on va essayer de te vendre parce que voilà, nous, on sait pas où te mettre, hein, on sait pas te mettre, et il l'envoie à Brescia. Alors à Brescia, il faut savoir que là, vous aviez un entraîneur fou
Entraîneur fou. Le mec, il avait déjà 75 ans, presque 80 ans à l'époque. Il avait fait un double plontage du cœur. Je veux dire, il faut savoir que dans la vie, on s'assagit. Moi, j'étais beaucoup plus nerveux quand j'avais 20 ans que maintenant. Maintenant, je suis plus sage, voilà. C'est normal. L'âge nous assagit, on se calme. Et le mec, il avait 75 ans. Un moment, calme-toi. Ben non, il se calme pas. Je veux dire, le mec, c'était le genre, il a joué contre l'Atalanta et pendant le match, ils ont insulté sa maman. Et à la fin du match, il va courir devant ceux de l'Atalanta pour aller se battre avec. Le mec, il a 75 ans. Il avait fait des opérations à cœur ouvert. Je vais vous casser la gueule. Voilà. C'était un fou. C'était Carletto Mazzone, un Romain, hein, mais un peu dingue. Un peu fou, mais visionnaire. Voilà. Le mec était visionnaire. C'est comme ça. Et lui, il s'est dit, mais attends. T'es trop lent pour être devant. Je vais te mettre devant la défense. Et Pirlo a eu la force d'accepter. Parce que c'est pas facile, hein. Un joueur qui est un espoir du football italien, dire, ok, t'es attaquant, t'es devant, ben, je vais le mettre en défense. C'est pas facile d'accepter. Il y a plein de joueurs qui disent, ben non, mais moi je m'en vais jouer ailleurs. Ou je joue numéro 10 à mon poste, ou je vais nulle part. Et Pirlo étant quelqu'un d'excessivement intelligent, il a dit, ok, je vais tester. Et là, il a Mazzone, grâce à Pirlo. Il y a une alchimie en fait. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée et l'autre qui a réussi à mettre l'idée en pratique. Ils ont inventé un rôle. Celui de playmaker devant la défense. Alors, il y a toujours eu le mec devant la défense qui avait un certain bagou avec le ballon. Il y en a eu, hein. Je suis pas stupide, bien sûr, j'en connais. Mais cette technique de numéro 10 devant la défense, ça t'était jamais vu. Ça, c'était pas vu. Tu me dis Redondo. Oui, Redondo était aussi un grand playmaker. Mais il n'avait pas cette vision de jeu. Je veux dire, il participait au jeu, Redondo. Il faisait des magnifiques ballons aussi. Mais Pirlo, c'était vraiment une vision de jeu à 360 degrés. Le regista italien, long ballon et tout. Il a inventé un rôle. Voilà. Il a inventé un rôle. Donc pour moi, c'est pas seulement le meilleur numéro 4 de la Juve. En tant que regista, c'est-à-dire en tant que playmaker devant la défense, pour moi, c'est pas le meilleur de la Juve, c'est pas le meilleur italien, c'est pas le meilleur européen, c'est le meilleur de tous les temps, toutes nationalités confondues. Moi, c'est ma vision des choses. Beaucoup de professionnels du football pensent comme moi. Ce mec-là, il avait l'instinct du jeu. Il était calme. Je veux dire, si vous regardez quand il était pressé par des joueurs, il paniquait pas. Il lançait pas la balle en touche. Hein. Hop, gauche-droite, hop, il sortait, il la repassait devant, toute propre. Il était précis. Il était, enfin voilà quoi. Maestro, Pirlo, Mozart. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sofiane dit en regista, il y a mieux que lui au monde. Et qui? Il faut me dire, hein, qui était mieux que lui en regista dans le monde. Hein. Voilà. Alors les mecs, là maintenant, on a fait toute la défense, on a fait le gardien. On a fait le regista, maintenant on va faire les deux mezzales, mezzale droite et mezzale gauche. Alors, moi je vais vous demander une chose. Moi je vais vous demander de l'équilibre. De l'équilibre. L'équipe qu'on est en train de faire, elle doit être la meilleure du monde parce qu'elle est capable de battre n'importe qui. Alors, ne mettez pas Platini en mezzala, hein. Ne faites pas des trucs comme ça, parce que moi aussi, si l'équilibre ne s'est pas un critère, je veux dire en défense, j'aurais mis Bettega, Boniperti, voilà, j'aurais mis que des attaquants partout. Mais à un moment, il faut de l'équilibre, ok? Donc là, on a deux arrières latérales extrêmement offensifs, ok? Nous avons un Pirlo qui est plus quand même offensif que défensif, donc en mezzala, il faut mettre quand même des joueurs complets qui arrivent à défendre et attaquer. Mezzala droite, je vous écoute. Davids, très bon choix. Vidal. Kamenka, après je vais toucher un mot sur Vidal. Vidal, Papa Mage. Davids. Vidal. Davids. Conte, non. Non, Marchisio, non, désolé, non. Davids. Alors, moi je vais vous dire d'abord d'abord je vais vous dire qui je n'ai pas mis et pourquoi j'ai pas mis. Alors, un excellent choix serait Davids, évidemment. Davids, c'était le pitbull. Mais Davids était, selon moi, un peu
un chien sans laisse sur le terrain, à gauche, à droite. D'ailleurs, Capello était l'entraîneur du Milan, David s'est joué au Milan avant, et il a dit, moi, David, il me le faut pas parce qu'il est un peu trop indiscipliné, tactiquement parlant. Et à la Juve, ça a très bien marché avec Lippi parce que toute l'équipe était disciplinée. S'il y avait un joueur qui était indiscipliné, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était un mec c'était vraiment un mec qui avait 84 poumons. C'est juste incroyable. D'ailleurs, il a joué jusqu'à 40 ans en Angleterre, etc., etc. Le mec était juste incroyable, mais pour moi, il lui manquait de tactique, de discipline tactique sur le terrain. Quant à Vidal aussi. Vidal, je n'ai connu que 2 milieux de terrain total, que 2. C'était Arturo Vidal et Lothar Matthäus, allemand Ballon d'Or, parce que c'était des gens qui n'avaient aucun point faible. Enfin si, l'alcoolisme et les femmes et ce genre de trucs. Mais on va dire dans le jeu, Vidal, à son prime, n'avait pas de point faible. C'était un monstre défensivement. Aussi bien qu'avec l'équipe du Chili, ils l'ont fait jouer défenseur central, ils l'ont fait jouer latéral, ils l'ont fait jouer partout. Monstre défensivement. Fallait le passer, hein. Il avait 9 poumons, même s'il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Il était fort offensivement, le nombre de buts, il faisait du pressing et tout. Il était juste incroyable, Arturo Vidal, également incroyable, donc il aurait sa place. Mais j'en ai mis un tout aussi fort, et c'est un choix de cœur. Alors moi je sais que sa place en équipe de France, c'était numéro 6. Mais à la Juve, il a joué dans un double pivot, et il a joué aussi mezzala, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire les deux phases, contrairement à ce qu'on sait en France. C'est Didier Deschamps, les amis. Voilà. C'est Didier Deschamps. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'était un mec que, défensivement, c'était un monstre. C'était pas un monstre physique, hein. Moi, je ne sais même pas la taille, le poids de Didier Deschamps. Attendez, on va regarder un peu. Didier Deschamps. On va regarder un peu. 1m74, voilà, et quand il jouait, il faisait peut-être 70 kilos. Donc, le mec, on va dire niveau force physique, c'était pas Vidal. En combat en 1 contre 1, Vidal, il aurait cassé les dents. Enfin, il lui a cassé les dents, il n'a pas de dents. Mais on s'est compris, voilà. C'était pas une force physique, Didier Deschamps. Mais c'était le métronome du milieu de terrain. Il bouffonne quand il a parlé de Verratti, en disant, tu sais quoi, Verratti, il marque peut-être pas beaucoup. Il fait peut-être pas beaucoup de balles en avant, mais il a cette capacité qui demande toujours le ballon. Que quand on va lui donner, il demande le ballon, on lui donne le ballon, et le temps qu'il garde le ballon, impossible de lui prendre au milieu des pieds, et toute l'équipe a le temps de se replacer. Ça veut dire qu'il a cette capacité d'être le cœur de l'équipe, parce qu'il laisse toute l'équipe se replacer. Donc c'est pas lui qui crée le jeu, mais l'équipe se replace, quoi. Donc cette capacité-là. Défensivement, c'était un monstre. Vraiment, croyez-moi, c'était un monstre. Il butait quand même pas mal pour son poste. Et étant donné que devant, on va mettre des joueurs très très offensifs, qu'on a quand même de l'offensif en arrière latéral et qu'on a quand même Pirlo offensif, il faut quand même du solide au milieu de terrain. Sinon, l'équipe, elle a pas... Voilà. Et donc, pourquoi j'ai pris lui à la place de Vidal? Ben, je vais vous dire, c'est parce qu'il nous aime, les amis. Parce que quand il parle de la Juve, voilà. Quand il parle de la Juve, Didier Deschamps... Ben, je changeais complètement de planète, même si j'avais eu... Ouais, quand il dit de la Juve, j'ai changé de planète. Regardez son regard. Regardez son regard. C'est un homme qui parle de la femme qu'il aime. Hein. Le regard dit tout. C'est un homme qui parle de la femme qu'il aime. Une bon apprentissage à Marseille, mais la Juve, c'est la Juve, voilà. Marseille, ok, Coupe d'Europe, patati patata, mais la Juve, c'est la Juve. Mais la Juve, c'est la Juve. Alors quel schéma tactique? C'est un 4-4-2 en losange. Donc avec un numéro 10 et sans ailier, avec 2 mezzales. L'un des plus grands clubs au niveau européen et mondial, donc des mentalités différentes aussi, adaptation à des entraînements, préparation très longue, très spécifique, très dure, mais la fierté de porter ce maillot-là. Donc je suis arrivé sur la pointe des pieds, bien évidemment. Bon, les débuts ont été
un peu difficile parce Donc il va parler pendant des heures et des heures. J'ai plein d'interviews de lui, plein que j'ai d'interviews et il ne dit que du bien de la Juve, c'est tout le temps. voilà, je prends l'image, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. C'est le summum. C'est ce que je voulais. Pour Le moi, rêve. c'est pas le rêve d'être à la Juve et de porter ce maillot. En plus, j'arrive derrière Michel Platini. Il fallait pas qu'ils attendent que je fasse les mêmes choses sur le terrain, hein. Mais tout ce que représente ce club, l'organisation, voilà, C'est le top. C'est l'idéal. Vous vous êtes inspiré de ça en tant Après, c'est qu'entraîneur dur de reproduire parce qu'il club y a un Là, l'interview, elle dure plusieurs minutes, et etc., etc. Il explique qu'en équipe de France, c'est difficile de reproduire, mais il a reproduit ce que Lippi a reproduit, etc. Donc, dans toutes les résultats de l'équipe de France, il y a une petite patte de la Juve dedans, parce que il y a notre ADN, il y a notre voilà, et il est amoureux de nous. Alors, petite anecdote, c'est que Didier Deschamps en France, il est très politiquement correct, hein. En France, il ne dit jamais rien, etc., etc. Mais c'est un taquin. C'est un taquin. Je veux dire, la Juve était remontée de Série B, c'était notre entraîneur en Série B, hein, en Série A, et alors le club avait mis des maillots roses en mettant Série B barré avec un grand A dessus. Mais le maillot était rose. Et Deschamps, on lui a donné les maillots, il fait putain, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces maillots de P? D'accord, je le dis pas parce que là je suis sur YouTube. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ces maillots-là? Et après, en Italie, on lui a fait remarquer que le rose n'était pas la couleur des filles, en Italie que c'était plus le jaune. Et il a rigolé, il a dit, bah, heureusement que vous l'avez pas mal pris parce qu'en France, j'aurais dit ça parce que ça lui a échappé. Il dit, on m'aurait totalement bazardé, etc. Il dit, j'aime l'Italie aussi pour ça. C'est qu'on peut dire un peu tout, hein, on n'est pas agressé pour un oui, pour un non, pour rien du tout. Donc voilà, il aime la Juve, il aime l'Italie, il nous vénère. C'est un joueur incroyable. Moi, je me souviens, les commentateurs français, Roland Courbis, qui est ce qui est, mais qui a quand même une connaissance du football. Quand Zidane a arrêté le football, il a dit, bah oui, bah c'est bien triste, ça va être difficile de se passer de lui. Mais quand Deschamps a arrêté le football, ils disent, voilà, on risque de plus rien gagner. Et le maire aussi, à l'époque, avait parlé à Deschamps, s'il te plaît, reste avec nous, parce qu'il est tellement important en tant que poumon. Voilà. Deschamps. Moi, je le mets en numéro 8. Mezzala gauche, les amis. Mezzala gauche. Allez-y, votez. N'oubliez pas, il n'y a pas d'ailier, hein. Il n'y a pas d'ailier, donc voilà. Je ne vous en dis pas plus. Tacchinardi, non, c'était plus un régiste, Tacchinardi. Hein. Pogba, son prime était très fort. Ça, c'est sûr. Davids, Nedved, Rabiot. Non, Emerson, non. Non, pas Emerson, Yamundo. Putain, Alessio, non. Hein. Pas Emerson, hein. Ça, c'est de l'allégrisme. C'est solide défensivement, mais qui sert à rien, quoi. Allez-y, les mecs, votez. Moi, je vais préparer le petit screenshot. Tu dors. Comment tu dors, c'est un défenseur. Matuidi. Qui dira, c'est bon, allez, dégage. Banne-moi ça, c'est quoi? Banne-moi le mec qui insulte, là, qui dira. Alors, les amis. Eh ouais. Eh ouais. Alors ok, on va me dire, mais Calo, il a joué ailier gauche à la Juve. Mais le mec, il a déjà joué mezzala gauche à la Lazio. Il a déjà joué au milieu de terrain en mezzala à la Juve en fin de carrière, dans certains matchs où il nous manquait des joueurs. Il a même joué 10. Le mec, c'était une clé à molette. Il joue absolument partout. C'était un peu comme Zambrotta, total ambidextre. Lui non plus, c'est pas s'il est gaucher ou droitier. Niveau professionnalisme, limite, il ferait passer Cristiano Ronaldo pour un mec qui sort en boîte et qui boit. Parce que le mec, après l'entraînement, il faisait un deuxième entraînement. Et ensuite, il faut savoir qu'il habitait à 7 ou 8 km de Vino, l'ancienne centre d'entraînement. Il retournait à pied en footing. Voilà. Le mec, il courait tout le temps. Et le soir, d'ailleurs, il est devenu ami comme ça avec Agnelli. Il prenait André Agnelli, qui était un ado à l'époque, et ils allaient jouer au football ensemble. Le mec, c'était un boulimique du professionnalisme. C'était un Gattuso offensif. Je n'ai jamais vu à la Juve un mec avec autant de grinta que lui. C'était niveau grinta, juste incroyable. Alors dans le chat on dit trop offensif. Non, c'était un récupérateur de ballon, quelque chose de dingue, Et puis il avait quelque chose qui était absolument merveilleux. Parce que déjà le mec était super fort, hein, ok. S'il n'était pas fort, il n'aurait pas gagné le Ballon d'Or sans même jouer la finale. Mais il aimait la Juve plus que lui-même.
C'est pas une blague, hein, ça paraît... Ouais, Calo, t'exagères. En demi-finale contre le Real de Madrid, en 2003, 2003, il y a un joueur du Real de Madrid qui part. Et là, lui, il sait qu'il doit faire carton rouge. Il sait qu'il doit faire carton jaune, qu'il doit l'arrêter, qu'il ne jouera pas la finale. Il le sait. Il le sait. Et il a fait du sacrifice. Il s'est sacrifié pour que l'équipe arrive en finale. Il savait qu'il pouvait gagner le ballon d'or. À la fin, on lui a quand même donné. Hein. Il savait ça absolument. Il a fait un peu comme le lapin dans le bouddhisme. Il faut savoir que dans le bouddhisme, quand Bouddha, à un moment, il a été reconnu par tous les animaux et tous les animaux lui ont apporté une offrande. Vous avez l'ours qui lui a amené un poisson qu'il a pêché. Vous avez le singe qui avait été cueillir des fruits. Il lui a donné. Donc tous les animaux lui ont fait une offrande. Et vous aviez le petit lapin qui savait pas quelle offrande lui donner. Il dit mais qu'est-ce que je vais te donner? Moi je suis un lapin, je suis rien. Eh ben vous savez ce qu'il s'est fait, lapin? Il s'est jeté dans le feu. Il dit vas-y mange-moi, c'est mon offrande. C'est un sacrifice en fait. Et lui s'est sacrifié, il n'a pas joué la finale par amour de la Juve. L'amour et de la défense surtout. L'amour et la défense. Si quelqu'un ose dire un demi-mot sur la Juve, il le démontait. Et c'est ça qui lui a valu des problèmes en tant que dirigeant. À un moment, il y a Totti qui a dit la Juve c'est des voleurs. La Juve c'est des voleurs. Et devant lui, on lui a mis 2 journalistes romanistes. Non, un du Torino et un de romaniste. Mais le pire qui traite Juventus de voleurs, etc. Vous savez ce qu'il leur a dit? Je vais vous montrer ce qu'il leur a dit. Regardez ça. Voi state tirando in ballo sempre la Juve per le cose che non accostano la Juve. Perché qui, per esempio, anche Alessandro sa cosa vuol dire. Les autres pleurent, ils disent oui, mais les arbitres nous font du mal. Lui dit qu'est-ce que la Juve a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Et il dit regardez ici, vous avez Alessandro Matri qui sait ce que ça veut dire la Juve. Et là, il va parler de Totti. Giocare per la Juve, e quanto sia difficile. Per quello mi sono arrabbiato un po' per Francesco che è grandissimo campione, lo stimo, ci siamo salutati anche dopo la partita, però le parole che usa non sono giuste, perché lui non è mai arrivato a una squadra così grossa per capire cosa vuol dire. Voilà, il dit Totti parle, mais Totti qu'est-ce qu'il connaît de la pression? Il n'est jamais été dans un grand club, Totti. Lui, il dit à un romaniste, un journaliste romaniste, directeur d'une des chaînes d'infos les plus importantes d'Italie, romaniste et anti-juventino, il lui dit, mais Totti, ta star là, elle sait pas c'est quoi jouer dans un grand club. Elle devrait se calmer. Alessandro sì, lui può dire. Il dit, Matrice, c'est quoi de jouer dans un grand club? Quanto sia difficile giocare per la Juve, perché non è assolutamente facile. C'est pas facile jouer pour la Juve. Hein. Chi passa qua dice, porca miseria, ho capito solo adesso cosa vuol dire giocare per la Juve. O lavorare per la Juve. Cioè è cosa molto difficile, molto pesante perché c'hai tutti addosso. Tutti voi siete contro la Juve. Alors, et le journaliste dit mais qui est contre la Juve? Il dit mais vous les journalistes, vous êtes tous contre la Juve? Et là il fait maintenant. Alors que le mec qui fait maintenant, il avait mis un bandeau. Il a dit la Juve m'interdit de parler en tant que journaliste. Il dit la Juve contrôle tout, la Juve triche, la Juve les arbitres. Et lui dit mais c'est vous qui anti-Juve. C'est vous qui anti-Juve. Et il les regarde, il les pointe du doigt, regardez son doigt. Abbiamo solo i tifosi che sono contro noi, poi abbiamo tutta l'opinione contro. Gli arbitri saranno, come ha detto giustamente, hanno paura di darci qualcosa. Alors il dit les arbitres, on n'est pas avantagés, hein. Pire, on est désavantagés parce qu'ils ont peur de siffler pour nous. Ils ont peur de siffler pour nous. Et l'autre, il fait, mais non, comment ça, avantagé? Il dit, comment peur? Oui, ils ont peur. Ils ont peur. Fuori dal campo non può uscirne così. Perché se un capitano di mia squadra esce così, dicendo che arrivano allo stesso secondi, a sesta giornata di campionato, non so se lo lascio ancora capitano. Il dit donc au journaliste romaniste, il lui dit, c'est quoi? Ton capitaine, il a été devant les caméras dire qu'on est des voleurs. Mais tu sais quoi? Moi, mon capitaine, il fait ça. Je lui enlève le brassard. C'est pas digne d'un capitaine. Voilà. Le mec, il dit les termes. Donc fort, ballon d'or, incroyable, utile, fort défensivement, fort offensivement. Deschamps sera autour de lui pour récupérer des ballons, il n'y a pas de problème. Didier sera là. Donc Pirlo, Nedved et Deschamps, mais imaginez le milieu de terrain. Mais imaginez les mecs, le milieu de terrain. Voilà, c'est Nedved. Peut-être mon cœur parle un peu, mais croyez-moi, mon équipe, elle va en démonter des culs. Hein. Elle va casser des culs. Hein. Ça, c'est une certitude. Allez les mecs, donc on a fait tout le milieu de terrain, sauf une place, le numéro 10. Alors le numéro 10. Je voudrais que vous me donniez un numéro 10, mais
un numéro 10 on va dire, un vrai numéro 10. Quoi. Par exemple, mettez pas Del Piero. Pourquoi? Parce que Del Piero était évidemment exceptionnel, mais c'était plus une seconda punta, c'était plus un deuxième attaquant. C'était pas le défenseur créateur, le milieu de terrain créateur numéro 10. Quoi. Non, numéro 10, c'est plus quelqu'un qui, évidemment, va marquer des buts, mais que aussi, c'est mettre le pied sur le ballon, regarder, vista, etc., etc. Allez. Zidane, Zizou, Platini, Baggio. Spoiler les mecs, Baggio c'était une seconda punta. Il a joué aussi un peu numéro 10, mais c'est plus seconda punta. Zidane. Attendez, je vais préparer le petit truc, je vous laisse voter un peu. Zidane. Écoutez, Zidane est un magnifique choix. Je veux dire, Zidane, ça fait partie. C'est pas un ballon d'or, ce n'est pas un grand joueur, c'est une légende. Si quelqu'un va te donner le top 10 des plus grands joueurs de tous les temps, pas toujours, mais très souvent, il y aura Zidane dedans. C'est une légende. Mais pour moi, en numéro 10, il y a eu plus fort que Zidane. En tout cas, dans ma vision du football. Parce que Zidane, c'était le roi des fondamentaux. Tu vois, tu as les fondamentaux au football, t'as tout, hein, tactiquement. Je veux dire, fondamentaux, c'est quoi? Ne jamais rater une passe, ne jamais rater un amorti, jouer toujours juste. Les fondamentaux au football, si vous êtes jeune et ça vous jouez un peu au football, travaillez vos fondamentaux. N'essayez pas petit pont claquette. Si c'est bien, on s'amuse, il n'y a pas de souci. Les fondamentaux. Zidane, c'est un des meilleurs joueurs dans les fondamentaux de tous les temps. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je mettrais quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Platini. Voilà. C'est Platini. J'avais fait une émission qui a duré 1 heure sur Platini, enfin pas que sur Platini, sur tous les années 80, mais on a parlé beaucoup de Platini. Je vais vous repasser juste un extrait de 2 minutes de ce que je disais sur Platini à l'époque. Je vais prendre la parole aussi parce que je vais aussi parler de Platini. Hein. C'est pour moi le numéro 10 le plus intelligent de tous les temps. Contrairement à Maradona qui était tout en accélération, hein, mais Platini était en intelligence, c'était l'intelligence en personne mise sur un terrain de football. Chaque ouverture, chaque tir, chaque passe te donnait l'impression que c'était étudié dans un tableau d'un mathématicien. D'ailleurs, Aldo Platini, son père, était mathématicien. À mon avis, ça doit venir de là. À 12 ans, Aldo lui dit « Viens, je vais te montrer quelqu'un » et il le porte voir un match de Laszlo Kubala. À cette époque, à la fin des années 60, Laszlo Kubala était déjà en fin de carrière, il était complètement cuit, mais peu importe, son père voulait lui montrer. C'était pas un joueur qui voulait lui montrer, mais c'était un style. Et il lui dit, regarde bien Kubala, un 10 qui fait de l'essentialité son football. Parce que faire juste l'essentiel, ce n'est pas être moins technique, au contraire. Regarde, parce que ce qui semble évident, c'est plus difficile à faire. Et Platini, avec sa vision du football à ce moment-là, en regardant Kubala, et plus tard, avec le numéro 14 de l'Ajax, hein, Johan Cruyff. Alors, ce qui l'impressionnait, ce qu'il essayait de singer chez Johan Cruyff, c'était pas ses dribbles et ses buts, pas du tout. Hein. C'était sa capacité à éviter les contacts physiques, grâce à ses positionnements. Sa capacité à esquiver les tacles et les pièges des adversaires. Alors, moi, je pourrais vous parler pendant des heures de Platini, tellement je vénère cet homme. Hein. Mais bon, il faut faire court. Donc, je dirais juste que Platini est arrivé en Italie à 27 ans, alors que tout le monde le donnait partant pour l'Inter ou pour Arsenal, hein, et signé à la Juve. Alors à l'époque, il y avait une émission RTL, la radio RTL, et les gens téléphonaient en fait, et s'ils donnaient une info fiable, ben, ils gagnaient de l'argent. Et là, 500 francs. 500 francs, voilà. Et alors, là, il y a un homme qui téléphone en direct, il dit, OK, bon, moi je travaille à l'aéroport, et il y a un Cessna, donc c'est les petits avions. L'aéroport de Saint-Olas. L'aéroport de Saint-Olas à Lyon. C'est incroyable. Alors, voilà, il y a un petit Cessna qui part pour Turin et dedans, il y a Platini. Alors, les journalistes du RTL, ils disent c'est incroyable, on va téléphoner aux journalistes italiens pour essayer de s'arranger. Et là, les journalistes italiens disent Platini à la Juve. Non, c'est impossible, il va aller à l'Inter. Alors, il faut savoir que le problème, c'est effectivement, il devait soit aller à Arsenal, soit à l'Inter. Mais lorsque le président des Nerazzurri a demandé à son entraîneur ce qu'il pensait de Platini, l'entraîneur de l'Inter lui a dit non, il a un gros cul, j'en veux pas. En gros, hein. Donc voilà, Platini à la Juve, bah, c'est devenu une légende. Pour vous donner une petite anecdote,
Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'était un de ses derniers matchs. C'était à Bari. Il y avait une chaleur étouffante. Le soleil était sur tout le stade. C'était 40 degrés. Et alors, au milieu du terrain, il y avait 40 mètres carrés d'ombre qui étaient faites par un spot d'éclairage. Eh bien, Platini restait tout son match dans les 40 mètres carrés d'ombre parce qu'il voulait pas aller au soleil. Et bien, de là, il a distribué 2 passes décisives. Voilà. Alors, je vais juste dire une dernière phrase. C'est une phrase de l'avvocato Agnelli qui a dit au sujet de Platini, c'est « On a acheté Platini pour un morceau de pain et il a mis du caviar dessus. » Voilà, mec, l'émission dure pas mal de temps, elle est sur Spotify, allez l'écouter, on parle de Platini, il y avait quelqu'un là qui était complètement dingue de Platini, un mec plus vieux que moi, qui l'a connu jouer, il a raconté plein d'anecdotes, etc., etc. C'est vrai qu'il avait un gros cul, parce que Platini, si vous regardez à l'époque, le mec a 27 ans, il avait déjà un physique de daron, et il jouait, c'était le seul joueur qui jouait avec le maillot hors de son short. Et avant, t'étais absolument obligé de mettre le maillot dans le short, c'était, voilà, sinon t'avais un carton. Et lui, les arbitres lui disaient trop rien parce que c'était Platini. Et il jouait avec le maillot pour cacher son cul, parce qu'il avait un gros cul. Il avait pas un corps de sportif, quoi. Mais il avait une intelligence de jeu. C'était juste le mec qui jouait avec sa tête. Et en plus, il était juste techniquement, donc, voilà. Donc, Zidane, bien sûr, ceux qui ont mis Zidane, c'est pas un mauvais choix, hein. Évidemment, c'est pas un mauvais choix. Mais Platini, quoi. Mais Platini, les mecs. Allez, on fait le poste d'après. Seconda punta. Seconda punta, donc, c'est l'attaquant qui tourne autour du 9. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein. Vous êtes absolument libre de mettre ce que vous voulez. Baggio, Del Piero, sans hésiter. Del Piero, pas de débat. Del Piero, Sivori, connaisseur, Donov, grand connaisseur, mon garçon, je suis fier de toi. Baggio, c'est trop difficile, ouais, c'est difficile, les amis, parce que dans notre histoire, c'est énorme. C'est énorme. Non, Vieri, c'était pas une seconda punta, c'était une première, Canelka. Vucinic, bah, pourquoi pas. Bretner, hein. Baggio, Del Piero, Normanovic. Bon, alors les mecs, un instant, je vais voir un peu l'image. Bah, moi, les mecs, qu'est-ce que je vous dise? Les mecs et les filles. Qui j'ai mis? Bah, j'ai mis Roberto Baggio, les amis. Bien sûr, évidemment. Alors, qu'on se comprenne, Del Piero était un joueur juste exceptionnel, qui avait le même côté que Buffon, c'est-à-dire qu'il a une longévité, une grandeur dans sa carrière qui était vraiment remarquable. Mais remarquable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le remarquer, parce que c'est quelque chose qui est important, ça. Quelque chose qui est important. Mais Del Piero, à mon humble avis, à moi, c'était un peu une star à la Raoul pour le Real de Madrid. Gigantissime star. C'était une star à la Steven Gerrard pour Liverpool. Vous voyez? C'était ce style de joueur classe mondiale, niveau mondial, mais il n'a jamais eu le tout petit plus qui fait qu'il aurait pu être ballon d'or, qui fait qu'il aurait pu être... Que ça soit à cause de lui, à cause de l'entraîneur qui le faisait mal jouer, à cause du poste qui n'était pas vraiment totalement adapté à lui, à cause de l'équipe dans laquelle il jouait, ou comment vais-je dire, le mental ou les blessures, parce qu'il y a eu aussi des blessures pendant quelques années, il a super mal joué, mais il n'a pas eu cette petite chose en plus qui fait qu'il ait touché les étoiles. C'était juste un joueur légendaire, mais qui est pour moi en dessous de Roberto Baggio. Parce que Roberto Baggio, c'était pas ballon d'or. Roberto Baggio, c'était un jeu vidéo. Roberto Baggio, c'était la classe. Il touchait le ballon, il y avait énormément de classe. Je dis pas que Del Piero, on n'avait pas. Hein. Moi, là, je parle que de Baggio. Del Piero, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, c'était un joueur qui avait énormément de classe. Fort as fuck. Je veux dire, c'était du niveau de Messi. Moins de temps, mais c'était du niveau de Messi. Il était beau physiquement, en plus. Un peu petit, mais il était beau physiquement. C'était... Dans son style de jeu, c'était pas fort comme les autres Italiens.
Prenons par exemple Chiesa. Chiesa, s'il commence, il continue à grandir, il redevient le niveau qu'il était à l'Euro et qu'il monte encore son niveau qu'il était à l'Euro, il va devenir absolument fort. Mais il est fort grâce à l'explosivité, grâce à ce débordement. Vous voyez ce genre de choses, quoi. Explosivité, grinta en attaque, débordement. On va dire que Chiesa, dans un certain sens, il me fait penser à Nedved. Vous voyez, style de jeu différent, mais dans l'idée, ça veut dire c'est un attaquant de grinta, enfin un attaquant externe ailier de grinta, de cœur. J'adore, hein. Moi j'adore, hein, les amis. C'est ça, mais c'est pas de l'élégance. Chiesa n'est pas élégant, comme Nedved n'est pas élégant. Ça peut être un ballon d'or, mais il ne sera jamais élégant. Ok? Tandis que on me dit regarde Twitter. Je regarderai après, les amis. Je regarderai après. Qu'est-ce que j'ai sur Twitter? Ah ouais, Valentin. Maradona est égal Pelé. Ouais, bah ouais, c'est ça. Plus Pelé est égal Baggio. Ouais, c'est ça. Maradona est égal Pelé plus Baggio. Je vais vous mettre l'image. Je vais vous mettre l'image de Valentin. Un instant. Boum. Boum. Voilà. Voilà. C'était un jeu vidéo. Voilà. C'était un jeu vidéo. C'était le mec qui prenait, vous savez, comme dans les jeux vidéo, le ballon au milieu de terrain, dribbler un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, faire des roulades et tout, et puis boum, il va les mettre. Il a fait ce côté funambule qu'avaient les Sud-Américains, que nous n'avons pas en Italie. C'était un joueur totalement atypique. Je ne vais pas vous montrer des highlights, peut-être, allez, je vais juste vous montrer ça un petit peu, mais regardez un peu. Allez, hop, bam, tranquillement, 1, 2, il pourrait tirer, il tire pas, il en dribble un autre, voilà. Mais c'est que ça. C'est dans sa carrière, c'est que ça, les amis. Dans sa carrière, c'est que des partir, dribbler un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, la mettre dedans, devenir meilleur buteur de championnat italien. Enfin voilà. Pour moi, c'est pas le plus grand Juventino de tout le temps, c'est carrément le plus grand joueur italien de tous les temps. Et on va dire dans tous les meilleurs joueurs de tous les temps, joueurs offensifs, on va mélanger les gardiens, défenseurs et tout. Dans les joueurs offensifs, tout ça, pour moi, si on me dit, voilà, tu dois faire ton top 5 niveau qualité, parce que lui, il manquait le mental. Baggio, après, un jour, on en parlera. Mais niveau qualité de jeu, niveau funambulisme, niveau capacité à dribbler plusieurs hommes de suite, top 5 mondial de tous les temps pour moi, Roberto Baggio. Voilà. Moi, il n'y a pas, ça rigole pas. Grand respect pour Del Piero, grand respect pour Del Piero. Sans aucun doute, ça serait la première réserve de Baggio, mais il n'a jamais dans sa carrière atteint Baggio. Jamais. Mais non, il a été fidèle à la Juve. Baggio n'a pas été. Baggio, il faut savoir que, cette anecdote-là, j'avais déjà raconté, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Baggio, la Juve l'achète et il joue contre, et lui ne voulait pas aller à la Juve. Il voulait pas parce qu'il aimait bien la Fiorentina, il était bien là. Il avait eu des blessures à la Fiorentina et il se sentait redevable pour le club. Il dit voilà, moi le club, je leur dois encore du bien. Mais à l'époque, on ne demandait pas à un joueur quand il était vendu. Maintenant, un joueur doit dire oui ou non. À l'époque, on lui téléphonait le lundi, il dit hey, tu sais quoi, demain matin tu vas t'entraîner en Russie. Et le joueur n'avait rien à dire. En fait, le contrat d'un joueur appartenait au club. Non seulement il était vendu, mais en plus, il n'était pas augmenté. Ça veut dire qu'il lui restait 3 ans de contrat, il aurait touché les 3 ans qu'il touchait à la Fiorentina. Bon, à la Juve, on lui a quand même augmenté un petit peu, donc il était vendu, il voulait pas aller. Et là, la Juve se qualifiait tous les ans, évidemment, en Coupe d'Europe. Hein. La dernière fois qu'elle s'était pas qualifiée en Coupe d'Europe, c'était dans les années 40. Donc voilà, c'était en pleine guerre, hein, juste après la guerre. Donc elle se qualifiait tout le temps. Et là, en 1990, la Juve, dernier match du championnat, ce dernier match-là, elle devait le gagner ou faire match nul et elle joue contre la Fiorentina. Ou sinon, elle ne va pas en Europe. Penalty pour la Juve. C'est Baggio qui tire le penalty. Baggio dit non, je ne tire pas le penalty. Parce que c'est contre la Fiorentina. Et quelqu'un d'autre a tiré le penalty. Cette personne a raté le penalty. On n'a pas été en Coupe d'Europe. Et en fin de match, Baggio
a été vers les supporters de la Fiorentina, il a ramassé une écharpe de la Fiorentina et l'a mis sur lui, il a avancé, alors qu'il jouait à la Juve. C'est vraiment pas bien, parce que les supporters de la Fiorentina, c'est un peu comme les napolistes, ils nous détestent, c'est pas bien, il ne peut pas faire ça quand il joue à la Juve, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc on va dire, humainement, il n'a pas toujours été très bien avec la Juve, il a eu beaucoup de conflits avec ses entraîneurs, il y a un film qui s'appelle Roberto Baggio, je vous conseille de le regarder. Évidemment, ça m'a fait mal quand il est parti. Évidemment, c'est le moment dans ma vie que je me suis dit, juste le maillot. Je ne m'attacherai juste au maillot. C'est pour ça que quand je vois des Danilo qui embrassent son maillot, pas pour parler de lui, mais que ça soit lui ou un autre, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que pour moi, le maillot compte avant le joueur. Le joueur, tu es juste un soldat de mon maillot. Tu es juste là pour servir la Juve. Tu n'es pas la Juve. Je ne t'aimerai jamais autant que j'aime la Juve. Donc, c'est à cause de Baggio qui m'a fait cet amour déçu, quoi. Mais niveau qualité, pour moi, au-dessus de Del Piero, sans discussion possible. Voilà. L'attaquant de pointe, les amis. L'attaquant de pointe. Allez-y. Là, j'ai pas préparé, donc je vais essayer de trouver vite un petit quelque chose. Allez-y, écrivez l'attaquant de pointe. Et puis je regarde. Voilà. Je vous laisse, pendant que je prépare ça vite fait. Allez-y, votez. Alors, Trezeguet, Bettega, Super Pipo, pourquoi pas Inzaghi, il a joué à la Juve, hein, évidemment. David, Trezeguet, Boniperti, Vialli, comme je l'ai aimé, genre-là. Vous savez pourquoi Vialli, je l'ai aimé à la folie? Je l'ai aimé à la folie parce que il y a deux joueurs du Milan que j'ai envié. Trois joueurs du Milan. Il n'y a rien de mal à envier un joueur d'une équipe adverse. Il n'y a rien de mal à se dire, voilà, ce joueur-là, j'aurais tellement aimé qu'il soit dans mon équipe. Les joueurs qui ont joué au Milan que j'ai envié, c'est Pirlo et on l'a eu. Donc voilà, je ne suis pas frustré. Je suis assouvi, ouais, évidemment. Gattuso, les amis. Gattuso, j'aurais tellement aimé à la Juve. Il ressemble tellement à la Juve, en plus. Ce côté ouvrier, ce côté grinta, ce côté, je suis là vraiment pour donner mon cœur. Gattuso, j'aurais vraiment aimé. Et un troisième, c'est Shevchenko. Shevchenko a cette capacité de marquer dans n'importe quelle position, avec n'importe quel pied gauche, droit, retourner, tête, tout. Et voilà, il était aussi technique que tueur, il participait au jeu, etc. Et Vialli, c'était le Shevchenko italien. Voilà, c'était comme ça. C'était le Shevchenko, c'était un peu différent, c'était pas que sa copie, mais dans ce style-là, c'est-à-dire capable de tirer gauche, droite, tête, retourner, de la créativité, des trucs. Moi, j'ai beaucoup, non pas Maldini, non. J'ai beaucoup aimé Maldini, magnifique, mais voilà. Moi, j'aimais bien les arrières latéraux excessivement offensifs, Roberto Carlos, excessivement. Et Maldini est en fait un arrière latéral complet. D'ailleurs, c'est le plus complet de tous les temps. C'est-à-dire le mec, il savait tout faire. Mais moi, j'aimais vraiment l'attaquant en arrière latéral, quoi. Ça, c'est une question de goût. Hein. Mais Maldini, évidemment, grandissime joueur, grandissime. Non, voilà. Donc, quel est le numéro 9 Tevez, pourquoi pas, on peut très bien le dire. Il n'est pas resté longtemps, mais il a été très fort. Voilà. Alors, moi, souvenez-vous ce que j'ai dit en début d'émission, les amis. Vous vous souvenir, faites pas les singes, s'il vous plaît, je vous avertis d'avance. Il s'agit pas de mettre celui qui nous a aimé le plus. Il s'agit pas de mettre celui qui nous a fait arriver le plus haut. Il s'agit pas de mettre le plus Juventino ou celui qui est le plus dans nos cœurs. Moi, le joueur que je vais vous dire maintenant, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il n'est pas dans mon cœur. Il n'est pas dans mon cœur parce qu'il n'est pas Juventino, les mecs. Il n'est pas Juventino. Mais il n'est pas dans mon cœur. Mais à un moment, si le ciel il est bleu, je vais pas dire qu'il n'est pas bleu, juste par orgueil. C'est pas possible. J'ai bien mis Zambrotta qui s'est comporté comme un fils de pute avec nous. Et si j'ai mis Zambrotta, les amis, je suis obligé de mettre lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cristiano Ronaldo n'est pas un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Juve, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit.
C'est les chiffres qui le disent. C'est le palmarès qui le dit. Palmarès en tout. Il a été gagné un trophée avec le Portugal, que c'est des losers, c'est les intéristes d'Europe. Il a été gagné un trophée avec eux. Il a gagné des Ligues des Champions à l'appel. Il a gagné des Ballons d'Or à l'appel. Ce mec-là est un robot. À un moment, évidemment, moi je préfère Viali 1000 fois plus. Si toi tu me dis Calo, qui tu as dans ton cœur, Viali ou lui? Pas lui. Évidemment pas lui, je m'en fous, et lui il s'en fout de nous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais à un moment, les chiffres c'est les chiffres, les faits c'est les faits, les amis. Regardez un petit peu les chiffres. Sky en a parlé il n'y a pas longtemps. CR7 a le plus haut taux de buts par match joué de toute l'histoire de Serie A. Il a joué 99 matchs en Serie A, il a marqué 81 buts. Non, il a marqué 81 buts en 99 matchs. Il a un pourcentage de 61,2. Alors on va me dire, oui mais Calo, c'était pas les années 2000, c'est pas qu'on était... Oui mais non, mais ça il l'a fait partout. Hein. Ça il l'a fait en Angleterre, ça il l'a fait en Espagne, ça il l'a fait en Europe. L'Europe, la Ligue des Champions actuelle, elle est moins forte que la Serie A de l'époque? Non, c'est le même niveau. C'est-à-dire la Ligue des Champions actuelle, c'est la Serie A de l'époque. Eh bien, en Europe, il les cartonne les buts. Moi, j'entends bien quand on me dit, oui, mais Calo, il participe pas au jeu. Oui, mais Calo, financièrement, il fait du mal à la Juve. Oui, mais Calo, de sa faute, on est obligé de jouer d'une certaine manière. Tout ça, je l'entends. Mais qui peut critiquer l'homme? Moi, je sais pas. Moi, je... Alors oui, mais Trezeguet dans notre cœur. Ben, vous croyez qu'il n'est pas dans mon cœur, Trezeguet? Mais Trezeguet, je l'adore, les amis. Mais enfin, sur le papier, Cristiano Ronaldo est au-dessus. Et moi, l'équipe que je suis en train de faire, c'est pas une équipe de copains. Hein. C'est pas une équipe avec qui je vais boire un verre et on va faire un barbecue dans la table là-bas derrière moi. Hein. C'est une équipe pour écraser les autres, pour les démonter, pour gagner les finales de Ligue des Champions 5-0. Voilà. Ça, c'est ça. Et dans cette équipe, pour écraser les autres, tous les joueurs de la liste, c'est à leur prime. Hein. C'est pas à 35 ans. Hein. Si on me dit, qui tu veux à son prime en attaque? Si qui tu veux à son prime à 26, 27 ans? C'est R7, les amis. On s'abaisse en face du talent. L'homme, on peut en penser ce qu'on veut. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un autre poste. J'avais pas prévu. Hein. J'avais pas prévu, mais bon, tant qu'on est lancé, on va faire l'entraîneur. Et l'entraîneur, moi je sais bien, vous avez tous le même en tête, mais l'entraîneur, on en a eu. Lippi, Trapattoni. Trapattoni a gagné tout ce qui était possible de gagner. Hein. Tout. Après, j'en parlerai après, mais non, voilà. Quel est pour vous le meilleur entraîneur de tous les temps? Moi, j'ai pas préparé, donc je vais chercher une petite vidéo de lui. Allez-y, votez. Je regarde après. Regardez. Je regarde un peu le chat. Lippi. Allegri, allez vous faire enculer. Manfredi, lol. Trapp. Pirlo. Sortez les mecs. Putain, je parle beaucoup à 1h34 à parler tout seul. Comment ça, s'il vous plaît. Et Lippi. Les vrais Allegristes sont capables de te dire, ouais, mais il n'avait pas la même équipe que Lippi, il n'avait pas la même équipe que Trapattoni, hein, il aurait eu la même équipe, Allegri aurait fait plus, tu vois, on sait pas, ils sont tellement dingues ces gens-là. Conte, Trapp. Alors j'avais pas du tout prévu. Lippi. Voilà. Parce que Lippi, c'est le premier en Italie qui a fait passer la tactique après qui a fait passer la tactique après la mentalité.
C'est-à-dire des entraîneurs tactiques offensifs, il y en a eu. Sacchi, Arrigo Sacchi, était un entraîneur très offensif. D'accord? Mais lui, il se dit, la tactique, donc d'être offensif et d'être pas offensif, elle compte après la mentalité. Et la mentalité, je vais prendre l'idée de base du football total de Rinus Michels, c'est-à-dire tout le monde doit attaquer, tout le monde doit défendre, le bloc équipe, vous savez, comme les enfants, les poussins, là. Si vous regardez un match d'enfants, vous voyez l'équipe qui bouge, tous ensemble d'un moment à l'autre du terrain, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. Ah ben là, c'est un peu ça, en fait, l'Hollande de Rinus Michels, c'est ça. Et je vais mettre l'organisation italienne. Et moi, mes joueurs, ils doivent asphyxier l'adversaire. Ils doivent l'asphyxier. Et je ne veux pas que quand on gagne 2-0, on soit rattrapé. Alors, je ne veux pas gagner 2-0. Alors, je veux gagner 3, 4, 5, 6, 7, 0. Voilà. Parce que quand je gagne 3, 4, 5, 6, 7, un entraîneur italien de base va dire que c'est inutile. Un entraîneur italien va dire, ça sert à quoi? Costo muso, hein? 1-0, c'est assez. Sauf que moi, j'ai conscience que quand mes joueurs ils vont mettre un 7-0 à quelqu'un, mentalement, ils vont se sentir très, très, très forts. Ça va les aider pour le match d'après. Parce que mentalement, ils vont se sentir forts. Et tu avais cet entraîneur-là qui arrive à la Juventino. Il arrive à la Juve et il gagne tout. Il fait 5 finales de Coupe d'Europe de suite. 5 finales de Coupe d'Europe de suite. Après, il va en équipe d'Italie, il gagne le mondial. Après, il va dans une équipe chinoise. La Chine n'avait jamais gagné une Ligue des champions de l'Asie. Il gagne direct la Ligue des champions d'Asie. Où cet homme met le pied, il écrase ses adversaires. Voilà. C'est un football total. C'est un football magique. Regardez, je ne sais pas si vous voyez là. Regardez un peu. Là, on joue contre le Milan, le grand Milan de Sacchi. Hein. On joue que le Milan de Sacchi. Les mecs ne touchent pas le ballon. Tout le monde en attaque, tout le monde en défense. On les a totalement démontés. On a été gagné à San Siro 1-6. Le Milan, à l'époque, c'était la meilleure équipe du monde. C'était juste... Voilà. Le jeu était... Regardez. Voilà, penalty, etc. Je vous conseille de regarder. On va pas tout regarder. Maintenant, je peux pas mettre la musique parce que la musique est copyright. Ils vont faire sauter voilà, la monétisation de la chaîne. On a été gagné 1-6. Et c'était comme ça, quand on jouait contre Manchester United, à l'époque, le grand club en Europe, c'était Manchester United. En Europe, ils avaient peur de nous, les joueurs. Ils font, non, on va tomber contre la Juve. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. 5 finales de Coupe d'Europe de ça. Je n'ai pas mémoire, mais qui a fait 5 finales de Coupe d'Europe de suite dans l'histoire? Le Real, et c'était 5? Non, c'est pas 5, le Real. Voilà. C'est juste... Ça n'arrêtait pas. On gagnait 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, etc., etc. Ça continuait. Voilà. Donc, moi, les amis, l'équipe que j'ai faite, avec Lippi à son prime, hein, toujours tout le monde à son prime, donc Lippi à 40 ans, avec tous les joueurs que j'ai cités à 25-26 ans, l'âge de la maturité, 26-27 ans, voilà. Moi, je peux vous dire que c'est la meilleure équipe de tous les temps de la Juve, et on va dire, c'est mondialement parlant, top 5, top 6 tous les temps. Si on fait top 10, si dans un monde imaginaire, on pourrait faire... comment vais-je dire, le top 10 du Real de Madrid de tous les temps, qui serait existant au jour actuel et qui jouerait contre la Juve de tous les temps, c'est pas sûr qu'on perde. Hein. Peut-être qu'on gagne. Voilà, les amis. Bon. Petit live d'1h40. C'était très plaisant. Ça m'a fait plaisir que vous êtes si nombreux. Je ne sais même pas combien vous êtes. Attendez, je vais regarder. Encore. Voilà. Salut les amis. Je vous embrasse tous, un par un. Live très plaisant. Voilà, vous m'avez fait passer une bonne soirée. Je vous le dis pas assez, mais je vous aime. C'est pas des mots en l'air. Hein. Vous me faites vraiment du bien. Voilà, surtout maintenant je suis à la maison avec mon pied cassé et tout. Je sors pas de la maison. Donc vous parlez à vous, ça me fait du bien. Il y a des amis qui viennent me voir en semaine et de temps en temps je fais un petit live. Ça me fait du bien.
Dommage, comme tu dis, Stropo, la flop, mais c'est pas grave, on va trouver une autre solution la prochaine fois. Lundi, je fais la même émission, mais avec plein de personnes, je crois qu'on est 4 ou 5, chez Team Serie A. Donc venez, je vais donner mon top 11 pour toute la Serie A et on va défendre les Juventini, les amis. Parce que moi, je vais voir arriver les autres. Je vais voir arriver les Milanistes. Regarde, dans mon top 11, il y en a 12 du Milan. Et les intéristes, ils vont arriver. Ouais, mais voilà. Non, un moment, non. Un moment, on va défendre son morceau de pain. Tout va aller. Les amis, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. J'ai fait 1h42 minutes de live. Vous êtes dans mon cœur. Forza Juve.